avons ici une demande de 4 millions auprès de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. En ce qui concerne Tropique Architecture, comme les directeurs généraux de la DG Santé l'a si bien dit, Tropique Architecture est notre consultant firme. Le 21 avril 2024, avant nous, il y avait un plan de concession de marché où il y avait reçu la mise de l'impression à la hauteur de 25 millions pour réaliser les différents travaux. Et comme vous le savez, dans toute procédure, ce qui concerne le cabinet firme, il y a 8% qui sont dédiés à l'étude, contrôle, surveillance et supervision des travaux. C'est ainsi que si on doit faire le 8% de 25 millions, ça nous donne 2 millions $800,000 américains. Et c'est comme ça, pour y arriver, pour assurer le contrôle, surveillance et supervision, mais aussi les études de tout ce qui a été prévu pour l'année 2024, il était question de recruter consultateurs. C'est comme ça que les 5 politiques se sont présentés. Nous avons trouvé le dossier en législation dans l'administration et nous avons continué avec la procédure. Et Tropique Architecture avait reçu une mention de 71%, comme pour dire la mention la plus value. Donc, le contrat de Tropique Architecture n'a rien à voir avec l'indemnisation d'une entité publique qui est l'ICCN. Et c'est ainsi que l'ICCN nous a présenté un dossier de 4 millions réalisé par les experts. Comme nous avons un cabinet, comme nous avons un consultateur qui non seulement met les études, assure la supervision, mais aussi le contrôle des travaux, qui est descendu sur le terrain, littéralement à ce qui a été réalisé par l'ICCN, notre cabinet firme avait les biens à son tour aussi assurer la supervision de ces travaux et à évaluer pour nous faire rapport selon les défis ainsi que les estimations que l'ICCN avait les dons. Comme pour dire qu'ici, Tropique Architecture avait présenté d'ailleurs, je pense, une facture aussi élevée par rapport, parce que nous savons que à ce qui concerne les domaines de construction, nous avons des entreprises de type A, B et C, lorsqu'ils doivent réaliser les défis, c'est là ce qu'ils font. En conclusion, que Tropique Architecture était aussi comme notre aide sur le terrain pour s'assurer réellement de la faisabilité des travaux sur le terrain. Merci. Ok, signé le contrat avec Tropique Architecture. En quelle année? En 2024. En 2025. 2024. Précisément? Nous avons présenté tous les documents ainsi que les avis de l'organisation ainsi que les autorisations spéciales à votre autorité. Puisque là, en fait, je n'ai pas réfuté cette évaluation. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai suivi bel et bien d'abord les propositions faites par mon prédécesseur qui avait dit que les directeurs n'avaient pas qualité d'engager l'ICCN et qu'on devait se référer au directeur général à travers sa réponse. Et nous avons bel et bien suivi l'évaluation faite par la direction générale. voilà. L'évaluation qui a été faite par l'ICCN, ça date du 18 décembre 2023. Et vous êtes arrivé à Frivao au mois d'août 2024. Et la réévaluation des 4 millions tombe le 17 décembre 2024. Comment expliquez-vous? Millions de dollars a été versé à l'ICCN sans l'aval du conseil d'administration. Pourquoi? De personnes, et il y a l'indemnisation collective qui est accordée à la fois aux
dégâts de l'environnement. Suivant l'arrêt de la Cour internationale de justice, ces dommages-là, c'est l'État congolais qui les perçoit. Et dans les cas de fonds FIVAO, l'État congolais perçoit 18% pour les dommages liés à l'environnement. Et ces 18% sont détachés du fonds de FIVAO, qui est géré les 18% de tout versement. Les 18% là sont gérés par le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Et c'est comme ça, en rapport avec les cas de l'ICSN, les conseils avaient dit que ça ne pouvait pas rentrer dans les cas d'indemnisation collective donnés par FIVAO. C'est le ministère qui, par le fonds de 18%, qui devait recevoir la demande, l'analyser et au cas de besoin, sortir ça, c'est-à-dire financer par les 18% de la quantité de l'État. Le Conseil a dit, et ça y est, c'est comme ça. Nous avons présenté à notre cours la correspondance du président du conseil d'administration quant à ces questions. Conseil d'administration du 24 avril 2025. Dans cette réunion-là du conseil d'administration, il est dit ceci. Indemnisation individuelle des entités publiques et privées. En réaction à la présentation du coordonnateur, donc le coordonnateur de FIVAO a fait une présentation, le conseil a souligné n'avoir jamais validé un quelconque projet ou une quelconque indemnisation en faveur d'une entité publique ou privée. Il s'agit notamment de 4 millions en faveur du jardin zoologique de Kisangani. Cela a été fait sans l'accord préalable du conseil d'administration. Est-ce qu'on peut appeler à la barre le président du conseil d'administration? Le PV du conseil d'administration du 24. Oui. Voilà, par rapport à cette réunion-là, est-ce que c'est vrai que les prévenus avaient payé 4 millions de dollars à l'ICSN sans l'aval du conseil d'administration? PV, et les PV est assez clair à la page 9 et 10. Le conseil n'a jamais. Mais prenez le micro, s'il vous plaît, le micro. Je réponds le micro. Je voulais dire ce que vous venez de dire qui est consigné dans le PV. Donc, brièvement, les conseils n'avaient jamais validé ça. Ça signifie quoi? Soyez un peu plus clair. Ça signifie quoi que le conseil avait régi. Il n'était même pas au courant du projet et quand le coordonnateur lui avait présenté, le conseil n'avait pas examiné et le conseil avait rejeté. Le conseil avait rejeté au motif qu'il n'avait pas tout le dossier requis et ensuite le conseil avait estimé que si tel est le cas à ce qui concerne l'administration collective pour les cas de ressources naturelles, cela pouvait relever de la quantité de l'État congolais, c'est-à-dire les 18% réservés aux dommages liés à l'environnement et qui est géré par le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Et cela est consigné dans le PV que vous avez. Donc c'est. Dit clairement le conseil au coordonnateur. Voilà. Voilà, et c'est consigné dans le PV. L'intention de la Cour. Quelles sont alors les indemnisations qui devraient passer en priorité? Je ne sais pas si vous avez compris la discussion. J'ai compris bien votre question. Si je faisais partie de l'équipe de la coordination intérieure au mois de février, comme PCA à Lille. Donc je ne faisais partie d'aucune coordination. Voilà, ça c'est la réponse à la première question. À la deuxième question, je n'en souviens plus. Je n'ai pas. La date du conseil d'administration. La date du conseil d'administration, c'était 7e, du 7e
au 24e jour du mois d'avril. Donc, du 7 au 24e jour du mois d'avril 2005. C'est la réunion du conseil ordinaire du conseil d'administration du mois d'avril 2025. Vous avez une copie avec vous. Je vais poser la question au PG de l'ICCN s'il peut nous confirmer s'il avait perçu 4 millions de dollars pour vérifier acte. Merci. Merci à vous pour la question posée. Je confirme que l'ICCN a reçu 4 millions de dollars pour la réhabilitation du château géologique et botanique de Issy. La Cour PCA vient de dire quelque chose d'important ici, que l'indemnisation de l'ICCN ne devait pas venir de FIVAO, puisque le ministère de la Justice retient déjà les 18,4% pour les dommages causés aux ressources naturelles. Concernant cette question-là, ça c'est une question interne à FIVAO. Nous n'avons pas à gérer les affaires internes de FIVAO, nous n'avons pas été informés de la réglementation en vigueur au sein de FIVAO. Nous sommes contentés de recevoir ce que FIVAO nous a donné. Vous n'avez pas suivi le PCA. Il a dit que la Cour internationale de la justice, il avait bien réparti les indemnisations. Puis de tous ces montants qui devaient être payés par l'Ouganda, on avait prévu aussi les ressources naturelles. Donc l'ICCN n'avait pas lu l'arrêt, la décision, alors que l'ICCN avait été préjudicié. Vous avez suivi les préjudices. Mais la décision de la Cour, vous n'avez pas lu ça, vous êtes précipité pour aller prendre des FIVAO, alors que l'arrêt avait bien déterminé. Bon, en précision sur ça, parce que nous avons adressé la demande au FIVAO. Et revenir au FIVAO de dire que non, pour votre indemnisation, adressez-vous soit au ministère de la Justice ou à la Cour. Mais je voudrais aussi en profiter pour répondre à la question de madame qui demandait si nous pouvons, si après avoir perçu les fonds, pourquoi les travaux n'ont jamais été réalisés. Non, les travaux sont en cours de réalisation. Je l'ai dit au début de mon déclaration. Donc vous savez bien que c'est... Ça signifie quoi? Ça signifie que, tout simplement, l'État comme institution n'a qu'une seule caisse. Et il y a quelques membres qui ont été élevés à l'unité et à qui on a donné le pouvoir de mettre la main pour dépenser cet argent. Et lorsque on anime une institution d'État, civisme oblige, on est défenseur de cette institution que l'on anime. Lorsque, tel que la loi dit, tel que le jugement, la décision qui a fait que cet argent arrive, le dit, l'animateur d'une institution se trouve dans une situation où un paiement doit être fait, pas par son institution, mais par une institution autre. Dès qu'il y a cette question qui se pose, l'animateur de l'institution ne doit pas se précipiter à payer. N'a jamais été un plaisir. On paye quand il le faut. Quand il le faut, on ne paye pas. Encore qu'on est animateur, élevé en unité pour animer une institution d'État, on doit protéger cette institution. D'où ma préoccupation. Au peuple. Quel intérêt avait-il à payer alors qu'il y a un débat qui a commencé et s'est terminé par son dédouanement, car les 18% ne doivent pas provenir des FIVAO, mais plutôt du ministère, donc de l'État.
quel intérêt avait-il à payer? Y avait-il une autre pression face à la négation du PCA? Y avait-il une pression autre qui l'a amené à payer quand même? Nous avons dit quand même, il faut qu'on existe quand même. Parce qu'il ne devait pas le faire. Est-ce qu'il y avait une pression quelconque sur le peuple? Faisant ce que vous avez fait là, est-ce que vous avez reçu une pression quelconque? C'est la question du procureur. Ici présent, vos semblables. Les clients déclarent qu'il soit l'état de santé ne lui permet pas. Et à cela, mesdames et messieurs de la Cour, s'il aura une mesure de clémence, de lui accorder une petite remise pour se faire soigner. Nous allons s'y rentrer ici ou en écoute. Si nous sommes choisis, c'est par rapport à ça que nous avons dit Madame le Président. Voilà. Vous voyez, maître, s'il vous plaît, il faudrait collaborer avec la justice. N'amenez pas votre client à refuser à répondre aux questions. Ça ne sera pas à sa faveur. Collaborer avec la justice. Vous voyez, la République démocratique du Conseil national de cyberdéfense. Monopole là autour. Voilà. Avec cette pièce ici, on a eu toutes ces télécommunications, il voulait fuir le pays. Vous voyez? Tout ce qu'il y a comme communication. On a eu tout ce qu'il y avait comme communication. Il était malade. Je peux vous prendre les pièces. Voilà. Nous disons que le droit de la défense veut, c'est admettre que l'on dise que je suis malade. Mais à la Cour, comme à l'Assemblée, à l'assistance, je dis que le droit de la défense va plus loin, jusqu'à reconnaître un prévenu le droit de ne même pas parler. Parler pour répondre, c'est un droit. Ne pas parler aussi est un droit. Ce droit va plus loin, même ne pas venir ici. Vous l'aviez dit parce que vous avez eu le temps d'écouter les deux dossiers. Le prévenu n'est pas malade aujourd'hui. Il est malade depuis l'instruction préjuridictionnelle. Il ne s'est pas fait soigner pendant tout ce temps. Il veut commencer le soin aujourd'hui à l'audience. En tout cas, il a été malade de longtemps. C'est normal qu'il soit malade. À un enfant de 2 ans, quand on lui donne un seau de 10 litres à transporter, il ne saura pas. C'est l'hernie qui s'ensuivra. Mais à une personne avec une minorité apparente qui doit gérer 156 millions, c'est normal, c'est un poids. Comment il en est arrivé là? C'est un poids financier à porter. La conséquence, il tombe malade. Mais est-ce qu'il est si malade que ça pour ne pas parler? Il n'a pas été si malade que ça pour ne pas gérer. Mais seulement parler. La moindre des choses. Ne fût-ce que pour dire oui ou non. Je n'ose pas comprendre que c'est un théâtre. Mais en français, on dit ce sont des actes. Ne pas dire tout simplement, je prépare pour le plaire à tout le monde, à toutes les parties. De ne pas parler est un droit. Parler est un droit. Ne pas même se présenter est aussi un droit. Et la Cour tirera les conséquences de ce comportement par rapport à la procédure. À l'audience de ce jour, nous sommes là essentiellement pour les témoins. Mais pour besoin d'éclaircissement de faits, il peut se faire qu'on ait encore besoin de prévenir pour poser quelques questions. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs témoins. Dans la mesure où on veut avoir la lumière, s'il ne veut pas collaborer pour ne pas parler, parce qu'il a toujours été malade. Il était malade depuis longtemps, mais il n'a pas refusé de gérer. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il est malade pour refuser seulement de parler. Mais nous avons des témoins qui vont poser d'autres questions et avoir la lumière et se prononcer. Je trouve qu'il n'y a aucun obstacle à qui
perdre le temps. Il peut même dormir. On peut même donner un lit, il dort, c'est son droit. Mais nous allons continuer, on est au pénal, on va foncer. La Pour constate que les prévenus viennent de la prison. C'est une institution pénitentiaire au sein duquel il y a un centre de santé. Et si effectivement les prévenus étaient malades, donc la vraie maladie, cette institution allait nous mettre au courant. Or, tel n'est pas le cas. L'institution pénitentiaire n'a même pas refusé de l'extrait. Et l'institution pénitentiaire n'a pas constaté que le prévenu est malade. Elle ne nous a pas apporté une preuve. Et que dans les dossiers de pièces du prévenu, nous constatons qu'il a déjà été malade depuis et qu'il a même cherché à s'enfuir. Donc, la preuve qui atteste que le prévenu ne veut pas collaborer avec la justice. Nous vous invitons à avoir la bonne foi de collaborer avec la justice. C'est l'argent de l'État, l'argent qui a été mis à votre disposition et qu'à ce jour, on voudrait savoir qu'est-ce que vous avez fait effectivement. De quelle façon vous avez pu gérer cet argent qui a été mis à votre disposition. C'est l'argent des victimes, des victimes qui ont subi des préjudices. Donc, il ne faudrait pas refuser de collaborer, de nous éclairer là-dessus. La Cour vous invite à avoir la bonne foi. Puisque vous parlez déjà, il suffisait déjà de dire un mot sur les questions qu'on vous pose. Ok. Sur ce point-là, la Cour avance et nous prenons la deuxième infraction mise à charge du prévenu. C'est 14 999 000 $, 306 $ versés à la société Congo Énergie pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchoko. Dans les dossiers du pièce de la Cour, nous constatons que les contrats ont été signés le 20 avril, mais l'argent a été déjà versé le 17 avril. Vous êtes chanceux. Votre honneur, je n'ai jamais refusé de collaborer avec la justice, mais nous jugeons ensemble. Et je fais des moyens depuis le début, même quand je me sentais mal. Et là, je me rends compte que ça ne tient pas. Et le ministre honoraire de l'énergie, le DG actuel de la SNEL électrique. Vous étiez au moment des faits ministre de tutelle de l'énergie. Est-ce que vous étiez informé de ces contrats? C'est-à-dire que quand il s'agit de matière contractuelle, quand il s'agit de matière contractuelle, c'est le ministère du portefeuille de l'État qui s'occupe directement de ces contrats. Le ministre de la Ressources hydrauliques n'intervient que sur les contentieux sur le réseau électrique en termes de régulateur. Donc ça veut dire que quand la Société nationale d'électricité peut engager un contrat qui fait des apports de fonds, le ministre des Ressources hydrauliques n'est pas responsable de cela. Mais qu'à cela ne tienne, en date du 9 mai, le directeur général de la Société nationale d'électricité avait rédigé une correspondance qui s'adressait au ministre du portefeuille et au ministre des Ressources hydrauliques pour informer qu'il y aurait eu un contrat qui avait été signé. Et j'ai par devant moi ma réponse. Je peux peut-être. J'avais dit 9 mai. Le 9 mai 2025, le directeur général de la Société nationale d'électricité avait rédigé une correspondance s'adressant au ministre du portefeuille et au ministre des Ressources hydrauliques pour informer qu'un contrat avait été signé entre Fivao et Congo Énergie. Et je peux lire ma réponse ici, peut-être. Alors, monsieur le directeur général, j'accuse l'exception de votre lettre
dont le numéro de référence IDG 2025 1142 du 9 mai 2025, adressé conjointement à mon collègue du portefeuille et moi-même, relative à l'objet des prises en exergue et des annexes. De la lecture des annexes citées dans votre précité, il y a lieu de faire le constat ci-après. L'absence préalable d'un cahier de charges technique préétabli et validé par SNED des travaux exécutés par la ville centrale et l'opérateur ayant contracté avec FIBAO. Deuxièmement, les termes contractuels signés entre FIBAO et Congo Énergie n'étant pas connus du fait que le contrat n'est pas joint au présent courrier, cela ne permet pas d'analyser profondément son contenu. Il y a lieu de souligner, à votre entendement, qu'il aurait fallu, comme le loi, que FIBAO garde la position judiciaire et que SNED prenne le soin d'opérer le choix de l'exécutant selon les règles de l'art en vigueur à partir. De ce qui précède, la sélection de l'opérateur d'exécution n'étant pas motivée par la SNED, responsable de l'ouvrage, je constate que cette démarche présente des irrégularités majeures. Au regard de la nature des éléments présentés, traitant des matières de participation, d'abord en capitaux par des tiers, dont l'État actionnaire unique devrait apporter son approbation préalable, au vu de sommes évoquées, je laisse à mon collègue du portefeuille le soin d'y réserver une suite à remplir. Ok, la question de la Cour. Dans pareille circonstance, c'est-à-dire pour la signature de ce genre de contrat, donc ce n'est pas à FIBAO, ce n'est pas au ministère de la Justice de le faire, c'est donc au ministère du portefeuille. Société commerciale, elle s'engage directement avec les tiers. Ça veut dire que s'il devait y avoir un contrat, c'est la SNED directement qui devait s'engager avec les parties. Dans le cas d'espèce tel que le directeur général de la SNED a informé, un contrat a été signé par deux parties sans que la SNED fasse partie, mais c'est sous son ouvrage. C'est ça le point. Et à ce titre-là, non plus, le ministre de l'Énergie n'est pas responsable du contrat signé par la SNED. La justice, il est autorisé à le faire, à signer, à prendre contact avec une société pour venir réhabiliter un ouvrage qui appartient à l'État. Bien, quelle a été, parce que vous en parlez, de votre audition au parquet général après la Cour de cassation, quel a été l'objet de la réunion à laquelle vous avez participé avec le ministre de la Justice au sujet de cette centrale de Congo Énergie? Et moi-même, et le directeur général de la SNED. L'objectif, c'était de pouvoir financer les travaux sur la centrale de la. Donc, il fallait effectivement définir le cadre qui devait procéder à ce financement. Donc, c'était ça, l'objectif de l'œuvre, mais qui mettait la SNED au centre des activités. Donc, après cette réunion-là, on n'avait plus été conviés. Et un mois plus tard, on a pris par lettre du DG de la SNED qu'on aurait pu signer sans que la SNED ne soit mise en place. Alors, si vous pouvez éclairer. On a informé que, au titre de l'organisation politique, la SNED devait bénéficier d'un financement et la SNED a présenté, parce qu'elle s'imaginait que c'était elle qui devait être bénéficiaire direct, elle a présenté la situation de la centrale, les études techniques qui ont été faites par le cabinet fichier, et c'est ça. C'était une restitution d'information. Après cette réunion, c'est ce qui s'est passé après, Et ce que vous avez reçu comme information de là, ce qui avait été dit au cours de cette réunion, c'est la lettre de la SNED. C'est après la réunion qu'on a eu un mois avant, c'est la lettre du DG de la SNED qui nous informe qu'il y aurait eu un contrat
une signature de contrat et le DG spécifiait effectivement qu'il n'a ni le contenu du contrat, et moi-même j'ai spécifié dans la correspondance, je n'ai jamais lu le contrat. Les questions de l'Assemblée et qui vont écrire la chose. On a accordé le contrat à la société Congo Énergie. Est-ce que Congo Énergie a eu à faire des études sur la centrale de la chaux? C'est lu ce contrat, et c'est spécifique. Je n'ai jamais lu ce contrat. Et en tant que ministre de ressources hydrauliques, c'est un projet SNEL, et à la limite, les décisions contractuelles de cette nature qui engagent le fonds, ça passe au portefeuille. Bon, comment expliquez-vous un peu l'implication du ministre de la Justice dans la signature de cette? Je pense que ça fait partie des irrégularités constatées. Parce que j'ai bien réglé dans ma correspondance que pour qu'il y ait signature d'un contrat sur un ouvrage SNEL, c'est la SNEL qui devait être partie au contrat. Donc, toute autre partie qui serait la SNEL sur un contrat sur un ouvrage SNEL était irrégulier. Ok, revenu. Vous pouvez quand même parler, vous pouvez réagir. On a signé le contrat alors que la SNEL n'était même pas signée ni contractée. C'est vous. Dans ce secteur, s'agissant de travaux à réaliser sur la centrale hydraulique de la Chaux, quelque part dans vos archives, vous avez entendu parler de cette institution qu'on appelle ENABEL? Si oui, est-ce que ENABEL n'apparaît pas quelque part dans vos archives par rapport aux travaux à réaliser sur cette même centrale? À 3 et sur les 3 machines, il y a un contrat. Il y a un contrat sur le groupe 1 avec ENABEL qui est une agence belge qui finance les travaux de réhabilitation. C'est-à-dire que cette machine-là faisait l'objet de travaux sur la centrale. Une machine sur le contrat ENABEL et la SNEL portent sur des réparations sur la centrale hydraulique de Chaux. Précision vient de vous être donnée, mais sur une machine sur 3. Bien. On appelle turbine. Une turbine sur 3. Malheureusement, on ne parle pas, mais la réponse, le silence est une réponse. Quelle est l'étendue de réalisation des travaux dans les contrats Frivao et SNEL? La Frivao et Congo Énergie. Est-ce que Congo Énergie devait travailler sur le 3 turbines ou considérer que ENABEL était déjà sur le terrain et en avance et s'est limité à 2 turbines? Ou alors, on passe outre ENABEL, ou on ignore l'existence d'ENABEL, ou on fait ce qu'on appelle la droit foncier, la superposition. On superpose le contrat pour réaliser. Donc on veut nettoyer une même maison par 2 domiciles différents. Quel est le contenu ou l'étendue des travaux? Ça c'est au premier. Le contrat entre Frivao et Congo Énergie. La République nous a confié, nous a fait confiance pour gérer l'argent des victimes. 14 millions. Pour le rendre compte à cette République-là, vous refusez de parler. Votre honneur, c'est pour cette même République que malgré mon état de santé, je me tiens encore pour pouvoir
Éclairez la cour. Éclairez alors la cour. Premièrement, je vais revenir à ce qui a été dit par ordre de personne. Je n'ai jamais oublié pour mon pays. Le dossier qui va commencer les auditions partaient depuis le mois de mars. Mes comptes bancaires ont été gérés depuis le mois de juin jusqu'à ce jour. À l'issue de toutes les transactions possibles, j'ai eu à faire encore 2 collèges aller-retour qui s'organisent pour répondre à nos obligations. Un cousin sentant son proche menacé, en plusieurs fois proposé pour pouvoir attendre le téléphonie, mais j'étais toujours là, parce que ma conscience a toujours été tranquille. En ce qui concerne le dossier de Congo Énergie, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour appuyer tantôt ce que le directeur général ici présent a dit, et aussi apporter aussi une nuance. La ville de Kisangani n'est pas seulement une ville mature, mais c'était parmi les villes qui ont été ciblées. Il vous souviendra qu'en 2025, l'avancée de l'armée rebelle avait fait le délice de Kabou. Et il s'est fait qu'à Kisangani, il existait déjà un conflit tribalo-tribal clanique entre Mole et Oualémola. C'est ce qui a conduit en sorte que la population puisse se déplacer de la rive gauche à la rive droite. Pas étonnant qu'aujourd'hui à Kisangani, on assiste à une recrudescence de l'insécurité. Et ce faisant, parmi les réparations collectives, soutenues également par des élus nationaux qui sont le représentant légitime de la population, sont allés voir son Excellence Monsieur le ministre d'État à l'époque, ministre de la Justice et Garde autour de la problématique de la centrale hydroélectrique de Kisangani. Je pense que les vidéos sont là. Le 24 octobre également, lorsque le chef de l'État a jugé bon de visiter Kisangani, la population a scandé pour le courant à Kisangani. Et c'est fait à date du 3 décembre, nous avons fourni à notre auguste personne les documents, un communiqué venant du ministère de la Justice, informant l'opinion publique que Frivao devait débourser 50 millions de dollars pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique. Parce que déjà en 2023, la Société nationale d'électricité statistique avait versé 9 millions. Et c'est ce qui avait été d'une partie d'une autre. Aussitôt que nous avons pris la gestion, nous avons écrit à la fois au directeur provincial pour se rassurer de l'état d'avancement des travaux sur le montant qui a été financé. C'est ce qui a permis de contrôler la zone de communication en éclairant la ville et en limitant un peu les sécurités dans la ville de Kisangani. Et c'est ainsi que nous avons aussi en date du 13 mars, 18 mars 2025, une correspondance du ministère de la Justice. Nous exigeons, nous demandons de confier un marché avec Congo Énergie suite à l'appel à une manifestation d'intérêt spontané où l'établissement Frivao devait apporter 49 millions et la Société nationale d'électricité qui avait déjà réussi à l'époque 9 millions, qui disait que dans la caisse il restait 7 millions. C'est ce qui justifiait les contrats qu'on avait signés avec S'il vous plaît. Je pense que vous étiez agressé. C'est qui en était l'auteur? Je vais le vérifier la correspondance pour le ministère de la Justice parce que je suis en train de répondre.
trop vague. Le ministère, je suis en train de répondre. Voilà. Moutamba, le ministre Moutamba vous écrit dans sa lettre, qu'est-ce qu'il vous demande? Et c'est comme ça que j'avais dit qu'il sera difficile de pouvoir continuer aujourd'hui parce que les correspondances sont autour. S'il vous plaît. Retenu. Exactement la dernière. Projet d'électricité Tchoko-Fifao correspondant du service pour la réhabilitation d'une partie de la centrale hydroélectrique de la Tchoko et d'une partie du réseau de la ville de Kisangani, accusé de l'exception. Messieurs le coordonnateur matériel, j'accuse l'exception de la copie réservée de la lettre numéro CDDH-CU 015-CDD-2035-02 du 11 février 2025 adressée par la société Gomo Énergie relative à l'objet mieux foncière. Y réagissant, je tiens à vous informer de la détermination du gouvernement de réhabiliter l'ensemble de la centrale hydroélectrique de la ville de Kisangani et son réseau de distribution. Pour cette première partie, le travaux a été effectué consistant au remplacement d'une turbine de la centrale hydroélectrique Tchoko et de ses auxiliaires, ainsi qu'au remplacement de 25% du réseau de distribution électrique de la ville. Cette phase, dont le coût s'élève à 49,997,688 $ américains en taxes et 57,997,318,1 centimes de dollars américains de taxes sera financé complètement par le Fonds spécial de répartition de l'organisation en faveur des victimes des activités sécuritaires et la Société nationale d'électricité. À ces deux faits, je vous demande de procéder sans délai au lancement des formalités légales requises pour la passation de ce marché. Je vous prie d'accueillir, monsieur le coordonnateur, la séance en parfaite considération. Congo Énergie. C'est Fivao ou c'est le ministre de la Justice? Messieurs le membre, messieurs les juges, je pense que vous avez bien dit, même à travers la correspondance, de jeter un coordonnateur intérimaire pour dire que le ministre de la Justice qui a sélectionné Congo Énergie définissait la politique de l'indemnisation. Ok. Donc, la réponse, c'est que le ministre Constant Moutamba qui a sélectionné cette société. Et il vous écrit, c'est ça? Tout à fait. Et il vous écrit, ok. Voilà. En fait, ce n'est pas Fivao qui avait contacté le Congo Énergie. Ce sont des C'est ce qui définit la politique de l'indemnisation. Mais le ministère de la Justice, il y en a beaucoup de gens au ministère de la Justice. Hein? Je vais le donner la correspondance par le nom. Mais la correspondance, c'est pour... Qui est l'auteur de cette correspondance? Son Excellence, monsieur le ministre d'État à l'époque, François Moutamba. Voilà. Et Fivao ne pouvait pas refuser. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y avait, premièrement, la question de l'insécurité apprentissage à la ville de Kisangani pour des mesures sécuritaires. Et deuxièmement, nous n'avons pas voulu tomber dans la subordination de l'ordre de ministre nous dit qu'il fallait procéder sans délai. Non pas seulement concerner le ministère de la Justice, parce que nous avons animé des réunions à la fois au ministère de la Justice, mais aussi au ministère des Finances. Et en aucun jour, la SNED n'a jamais relevé cet aspect des choses. Et c'est que par après, au mois de mai, parce que moi aussi, comme je suis prévenu, que je peux me poser, mais c'est quoi l'idée derrière la tête? Parce que nous avons participé depuis le mois d'avril, mais pourquoi au mois de mai,
lorsque les réunions étaient finies, il fallait rédiger une correspondance, pourquoi pas durant l'intervalle du mois d'avril. On se rend compte qu'on statue sur voilà, il y a un financement qui viendra du FIFAO, qui va financer une telle initiative. On dit que c'est une initiative d'investissement qui est une bonne initiative. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la procédure de loi, la procédure peut s'accomplir. Du moment où on vient qu'il y aura un financement qui arrive, et que c'est un ouvrage clair, il fallait qu'il y ait un financier, c'est lui qui finance. Si un protocole d'accord avec l'Estelle, pour dire que c'est pas le financier. C'est le premier. Deuxièmement, le cahier des charges dont on évoque, pour réaliser toute l'exécution des travaux dans le secteur de l'électricité, c'est pour ça qu'on dit en respect de l'État, le contractant, la SNEC, ne peut jamais initier une facture au contractant. On recrute un ingénieur conseil. C'est l'ingénieur conseil qui établit la facture à charge de notre ouvrage qui donne à celui qui va payer. C'est-à-dire que c'est là qu'on parle de réfléchir. Il y a une réunion avec la SNEC, mais après, il fallait mettre tout ça sur les termes de référence, sur la collaboration. Et on ne pouvait pas sauter un cahier de charges pour arriver au contrat. C'est de ça qu'on a parlé, l'absence du cahier de charges. La réunion s'est tenue au plus haut niveau. Les cahiers de charges constituent une exécution, et ça a compté. Et il n'y a aucun contrat qui a été exécuté où la facturation se fait sans ingénieur conseil. Donc, il y a une étude qui est présentée, un ingénieur conseil qui est recruté, et c'est lui qui contrôle toute l'exécution de la facture, parce que la facture est mise et sur base de quoi ça doit constituer une consistance de travaux. Et tout ça est précisé dans le cahier de charges. C'est là qu'on est monté avec une régularité. Oui, mais la réunion, toutes les réunions qui sont présentées là, c'est pour effectivement évoquer un cadre. Et c'est ce cadre qui est évoqué. Ça veut dire que si on doit rentrer sur le principe que le contrat est signé, dès la réunion à la signature du contrat, comment la SNEC va présenter dans l'élaboration du contrat? Puisqu'il s'agit de ce dommage. Comment c'est-à-dire la réunion qui n'a jamais eu une réunion qui a statué sur le fait de donner un droit à quiconque de permission. C'est-à-dire que les services techniques, il y a des PV qui ont arrivé, et on relève aussi des réunions, parce qu'après ce sont des experts qui travaillent, il n'y a jamais eu une réunion qui acte qu'une institution X, FIFAO, devait financer directement au moins une gestion qui est de la fonction de cahier de charges. Donc ça veut dire qu'il fallait respecter la procédure. C'est ça que nous avons évalué. Et tout ça, c'est à la charge de la SNEC qui devait être fait. Et le ministère des Ressources hydrauliques ne rentre pas dans la relation contractuelle, c'est ce qu'on a évalué là. Ça, c'est la SNEC que le portefeuille qui est l'État actionnaire qui rentre. alors, la Cour voudrait le portefeuille et la société, la SNEC, mais que faisiez-vous alors à cette réunion-là? Comme faire de l'augmentation du taux d'électricité dans la République. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une centrale, on va la réhabiliter. Si je dis c'est 3 fois 6,5, on va ajouter les machines, il y aura une augmentation de puissance sur le réseau. Et à ce titre-là, quand on doit ajouter des machines sur le réseau, le ministre de l'Industrie peut être informé parce que lui, il gère que les électrons tombent sur le réseau. C'est quand cette énergie sera déployée sur le secteur et il y a un défaut, il y a des court-circuits, il y a des contentieux, etc. Ça, c'est là que le ministre de l'Industrie agit sur les contentieux liés au système électrique. En amont, c'est un type d'information qu'on appelle pour participer à l'information. Voilà. Entre la date de l'acquisition des autorisations par DGSAP, soit 17 avril jusqu'au 20, pour dire avant de signer ces contrats, il y avait pas de PDR. Et la preuve année que je me rappelle à l'époque, il y avait un financement. Le pays devait recevoir le financement AFD, l'Alliance française de développement. Et c'est disait qu'il y avait une seule condition, la condition sine qua non était que le pays puisse donner 30% de la subvention pour réhabiliter totalement la centrale de la Djoko. Et c'est comme ça qu'il fallait miser sur la réparation collective, vu que cela concernait l'entité Sangani qui est la deux parties. Et c'est comme ça qu'il était même question de signer
un PPP, un partenariat public-privé, où Fivao, par l'étrechement des convois énergie, devait signer un PPP et il était aussi question de principes qui concernaient les cabinets conseils comme son Excellence à l'époque, Monsieur le ministre des Ressources économiques et l'électricité l'a signé. Il était question aussi à l'époque de pouvoir sélectionner des chiens qui est en bureau d'éthique français assermenté à la matière pour pouvoir assurer le contrôle et la surveillance, la supervision. Et pour je pense que c'est représenté par ACGTP. Alors, c'est comme ça qu'il était question de pouvoir faire toutes ces procédures-là. Non seulement le PV que nous avons réalisé lors de réunion au sein du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. On peut dire que la SNED a participé à toutes les réunions et la SNED était d'accord. C'est comme ça que je dis pourquoi durant cet intervalle de temps, la SNED n'a jamais signalé une contrainte de complication. Je vous ai expliqué, d'une part d'avoir saisi, je fais mention d'un paiement. Ça veut dire la responsabilité, comme je venais de le dire, et je vais maintenir la ligne fois. C'est la préparation du dossier, la DGCP des prêts ni des lois. La DGCP ni des prêts ni des lois. La personne responsable des marchés publics assume l'entièreté de sa responsabilité parce que nous ne sommes pas des magiciens de savoir qu'il y avait déjà un prêt. Mais le DGCP, qui est l'autorité de contrôle des marchés publics, il ne donne que les avis et les autorisations alors que les paiements ont lieu. Ils viennent chez vous, c'est comme s'ils viennent légitimer les actes qu'ils ont déjà y apposés avant. Et vous, voilà, blanchir, et le DGCP ne fait pas exactement le travail que je veux faire, le contrôle. Madame, vous et nous, il y a une grande différence. 1. Si l'État est né. 2. Si le champ d'application. L'État congolais nous donne 15 jours pour analyser et délibérer. 2. Vous avez les enquêtes préjuridictionnelles que nous n'avons pas. Nous n'avons pas, on peut, même si on devait les appeler, est-ce que vous avez appelé? Est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire ce que la loi ne demande pas faire? Est-ce que moi je peux commencer à auditionner quelqu'un? Est-ce que vous avez payé? Je ne le ferai jamais. C'est un pouvoir qu'on ne m'a pas donné. Les jours qu'on va me donner, je vois bien que c'est ce jour-là, si madame votre mère, on lui demande, vraiment c'est pouvoir, je crois qu'on va l'exercer jusqu'à preuve du contraire. La DGCP joue son rôle par rapport à son champ d'application. Si les 15 jours que l'État nous donne, ou la loi nous donne, Un marché public, il ne fallait pas percevoir le paiement. Pourquoi je dois percevoir le paiement avant même l'autorisation spéciale, avant même l'avis de non-objection du DGCP? Nous, dans le cadre d'un projet précédent, nous avons des experts on suivi les réalisateurs étrangers. On avait des experts sur la main qui venaient déterminer la réalisation d'un film à travers le monde. Nous, on s'occupait juste de la supervision de cette équipe de producteurs. Et on était dans le contexte du jeune poste, donc tout le monde parlait qu'il fallait perpétuer le témoignage en mémoire. Et avec ses partenaires étrangers, on s'est dit, déjà je dois dire qu'à l'état de l'Israël, ils avaient déjà un fonds de ce qui s'était passé. C'était vraiment choquant. Alors, on doit refaire le film sur ce qui s'est passé à l'Israël. C'était juste après le jeune poste. Donc, au moins de 7 ans, c'est à ce moment-là que moi, personnellement, j'ai pris connaissance de notre parole. On a écrit une offre spontanée. On dit que nous avons des experts avec nous ici, et c'est peut-être l'occasion
de réaliser un truc. On fait une offre spontanée, on se voit, Frivao nous répond plus tard pour nous dire qu'on devait transmettre l'offre. Ce qui a été fait avec un dossier sur le profil des experts qu'on avait, l'offre financière et ce qu'on voulait réaliser au niveau du film. C'est ce qui a été fait. Mais ces experts étaient disponibles pour tourner que au mois de décembre. C'est ce qui justifie. Oui, le film m'a été promis. Si vous permettez, j'ai le film avec moi. Je peux vous montrer un message. Une structure d'État qui veut plus utiliser le ministère de la Justice. Donc pour nous, ils sont responsables de la conformité. C'est pour nous, c'est un gage de confiance. S'il vous plaît, monsieur le directeur général de l'ECP, vous êtes d'accord avec la réponse des niveaux de contrat et il ne vérifie pas, il n'y a pas d'avis de nombre d'objection, il ne vérifie pas l'autorisation spéciale et puis il ne perçoit que l'argent. Vous êtes d'accord avec la procédure suivie par niveau? C'est pas la loi du ministère de la Justice. Ça veut dire pour prendre, signer tout contrat avec l'État dans ce qui concerne le marché public, il faut savoir les règles qui la régissent. Parce qu'en cas de contentieux, tu vas te présenter comment? En cas de contentieux. Donc tu vas chercher à lire la loi pour voir en cas de contentieux. Je donne un nom comme ça. Ce qui fait qu'un marché public, si on ne paye jamais un marché, si on vous a payé avant, c'est pas un marché public. C'est pour cela que je ne peux pas me prononcer si ce qui est passé avant. Je me prononce que là où la DGCP a donné l'autorisation des 6 et le contrat des 11 avec les modalités de paiement qui devait en assurer, c'est tout dans les dossiers d'appel, dans les dossiers. S'ils ont fait des paiements avant, je crois que votre maître, c'est à vous de tirer les conséquences conformément à la loi. Il se disculpe. C'est à la structure de l'État à qui revient la responsabilité de respecter les procédures. La société qui vient, qui contracte avec la structure étatique, les procédures du marché là, ce n'est pas son problème. Son affaire, c'est l'argent. La procédure assure que c'est à niveau de le faire. C'est ce que vous dites. On aurait peut-être dû demander, vous avez une liste de toutes les organisations pour avoir un marché. Parce que le marché de bien avec vous. Ne se dit pas trop bien. Oui. Je dis que vous avez dit que vous avez obtenu toutes les autorisations pour ce marché et passer au contrat de paix avec vous. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous n'avez pas vérifié. Ah oui, je veux. Permettez-moi, il faut d'abord partir sur une base. Ça a déjà commencé lors de la cérémonie du Génopost. Après la cérémonie, il était question, à l'issue de la société civile par la ville de Somalie, le chef de l'État avait demandé qu'il fallait immortaliser ce souvenir. Et c'est dans ce sens-là qu'arrivé, c'était au mois d'octobre, lors de son passage, son Excellence M. le ministre d'État, le ministre de la Justice, François Moukama, nous avait dit qu'il fallait réaliser un film documentaire. On dit que le passage du chef de l'État était commis de tout le monde. Nous avons ici 3 offres. Il y avait des motifs qui nous avaient écrits. Il y avait Citorex et il y avait Divo. Et quand ce qui concernait les 3 manifestations, les équipes étaient sur le terrain. Nous voulons avoir la précision sur la procédure suivie
C'est pareil. Le paiement a été fait avant même d'obtenir l'autorisation ou bien l'avis des délais. C'est par là que je suis entré dans votre entreprise. On s'est rendu compte qu'il faut avoir une adresse et nous avons vu aussi les différentes réalisations du niveau. Et raison pour laquelle les choix étaient portés sur ce niveau. Arrivé au mois de décembre, au mois de novembre, parce qu'il était prévu qu'on devait inaugurer le mémorial au mois de janvier. Le 2 janvier, on devait inaugurer le mémorial. Et dans le mémorial, on devait nécessairement trouver le film documentaire dans le mémorial. Pourquoi? Parce que ça allait être exposé pour la première fois dans ce mémorial. Et c'est dans ce contexte-là que, vu que l'entreprise Divo avait respecté les normes et que l'entreprise a été sélectionnée sur le droit que le ministère intérieur. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État de la Justice Constance Kaba, nous avait instruit de procéder au paiement pour respecter les délais qui étaient pris dans le contrat, de peur que le mémorial se termine et que le film documentaire reste toujours en gestation. C'est ce qui allait faire de l'attraction dans le mémorial. S'il vous plaît, Gamba, et il va violer la procédure pour vous payer avant même la vie de l'autre. Et vous avez accepté les paiements. En violation flagrante des procédures sur la passation des marchés publics. Et vous allez chercher à connaître qu'est-ce qui s'est passé. Pour nous, l'autorisation avait été obtenue. Pour nous, l'autorisation avait été obtenue. Peut-être qu'on aurait dû demander d'avoir des documents. Ok. La Cour. Nous voyons l'autorisation et l'avis de notre question qui a été accordé sur base de l'article 42.4. Merci beaucoup, madame. Voilà. L'article 42.4 dit ceci. Il ne peut être. C'est un marché de gré à gré. Tantôt on parle de l'appel d'offres. On veut avoir la position. C'était des gré à gré ou bien c'était par appel d'offres. Revenez. Je parlais des manifestations d'intérêt, votre honneur. Et Je parlais des manifestations d'intérêt. Elles étaient capables de pouvoir réaliser un film documentaire. Suite à ce qui a été dit qu'on devait réaliser un film documentaire. mais c'était par appel d'offres de GCMP. Il vient de confirmer que c'est des gré à gré. Et vous avez l'autorisation spéciale pour contracter des gré à gré. Oui, les entreprises qui ont manifesté l'intérêt de pouvoir réaliser des films documentaires. Et lorsqu'on a essayé d'analyser les trois entreprises, on s'est rendu compte de la fiabilité de l'entreprise Thibault. Et c'est comme ça qu'on a contacté le créateur Thibault. Par rapport à contacter trois entreprises et faire l'analyse et prendre les millions. Après, c'est maintenant Le niveau, il s'agit de quel marché? Ok. Mais pourquoi vous l'avez accordé sur base de l'article 42.4? L'article 42.4 dit ceci. Il ne peut être passé des marchés des DAD que dans l'un des cas suivants. Le président dit ceci. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou force majeure, ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Pour un film qui avait une circonstance imprévisible pour passer un marché de biens. Madame, c'est au même moment
on était en train de chercher d'inaugurer le mémorial et faire à tout prix immortaliser l'événement. En d'autres termes, nous, la DG au moment qu'on est en train de nous saisir, il y a la force majeure par rapport à l'acte mémorial qui devait être inauguré. Les processus, c'est pour cela que je reviens toujours, aujourd'hui vous avez la facilité, dans ce sens que vous avez tous les éléments que nous, la DGSMP, au moment qu'on nous saisit, il n'y a pas tous ces éléments pour se prononcer. Nous, on s'est prononcé par rapport aux éléments qui étaient en notre possession. En d'autres termes, les mémorial qui devaient être inaugurés, mais avec un support. C'est une force majeure. La force majeure. C'est bien expliqué. Pour les dossiers, si vous êtes au point de dessin, si on doit donner les films en guerrier, au mois on doit bien donner les films au mois de janvier. La procédure d'appel d'offres, vous devez introduire les plans de passation. Vous devez introduire les dossiers d'appel d'offres. Vous êtes en même temps directeur général de DGCP, vous êtes aussi expert. Et quand vous parlez, c'est comme si les avocats disent qu'il y a des stagiaires dans la salle. C'est-à-dire, le directeur de DGCP, en tant qu'expert, il apprend que la force majeure, ce sont les circonstances que vous évoquez. On devait présenter les films au mois de janvier et qu'il n'y avait pas d'autre choix de dépasser par cette force majeure. Il y avait célébrité, on devait inaugurer, on devait faire ceci. C'est que vous dites que c'est la force majeure. Vous apprenez à la cour ainsi à tout le monde que c'est ça la force majeure. Il y a des autorisations. Vous allez voir 42 mois, par rapport à dans les cas d'espèces. Dans les cas d'espèces. Le contrôle que nous utilisons dans les cas de ces dossiers, tout c'est l'article 42.4. Il y a une force majeure. Pour tourner un film, force majeure. Pour le contrat avec Congo Énergie, il y a une force majeure. Les forces majeures, ça s'explique par rapport aux réalités que je ne peux pas soustraire pour en donner une autre. Si c'est une coïncidence, ou si par rapport à la loi, c'est comme si on demande à quelqu'un, parmi les 4 couleurs, à prendre une femme, cette famille est une femme noire. Il dit il te dit que pour moi, l'aîné, quand j'ai passé, je me suis retrouvé avec une femme qui était noire, je l'ai pris. Le second fils vient aussi. Il trouve que au même moment, c'est encore une autre femme noire qui les prend. Vous dites comment vous êtes dans votre famille, vous connaissez pas les femmes noires. C'est bien expliqué. Pour les dossiers, si vous êtes au point de dessin, si on doit donner les films en guerrier, au mois on doit bien donner les films au mois de janvier. La procédure d'appel d'offres, vous devez introduire les plans de passation. Vous devez introduire les dossiers d'appel d'offres. Vous êtes en même temps directeur général de DGCP, vous êtes aussi expert. Et quand vous parlez, c'est comme si les avocats disent qu'il y a des stagiaires dans la salle. C'est-à-dire, le directeur de DGCP, en tant qu'expert, il apprend que la force majeure, ce sont les circonstances que vous évoquez. On devait présenter les films au mois de janvier et qu'il n'y avait pas d'autre choix de dépasser par cette force majeure. L'État congolais, par l'Académie des films, veut donner à la population et à l'État un film au mois de janvier. Au mois de décembre 2000 de l'année précédente, il faut saisir. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est l'État congolais? C'est plus qu'il s'agit des ministres de la justice. Non.
Toute personne qui signe le contrat avec le tiers se représente l'État congolais. C'est pour ça que dans le marché public, on dit toujours pour l'État congolais. DG. Adressé au coordonnateur pour dire que le coordonnateur n'avait jamais mis au point et qu'il n'en savait rien. Et le conseil est venu encore parce que le PC peut le faire, mais c'est le conseil qui prend des décisions. Donc, en termes de décision, le conseil a dit ne pas être au courant de ça et ne l'a pas non plus validé. Donc, c'est dit noir sur blanc dans le PV de mois d'avril. Ensuite, ce n'est pas ce qui m'a été demandé, mais concernant le film en soi, il n'est pas le premier film sur la guerre ou les guerres des Kissamali. Puisque France 24 a produit aussi un documentaire avec des journalistes qui étaient venus à Kissamali. Ils ont tourné pendant 4 jours un documentaire où moi-même je suis intervenu et c'était passé largement sur France 24 et sur TV5 il y a 2 ou 3 ans. Ils ont sillonné. C'est en quelle année? Puisque leur film est de. Ça date de quand? 2025. 2025. Leur film est de 2025. Et c'est le documentaire de France 24 que je peux chercher les liens vous envoyer date de 2022. 2022, bien avant. Bien avant. C'est un documentaire de à peu près 45 minutes. Et ils ont sillonné les sites, les mêmes sites que certains sites qu'ils ont repris. Ils ont interrogé également le témoin et ils sont allés, ils ont visité le cimetière que nous appelons à Kissamali de 6 jours. Ils ont interrogé les témoins et les victimes. Ils ont traversé la rive gauche, interrogé partout où il y a eu de bombes qui étaient tombées. Et c'est hier, je l'ai, Madame la Présidente, si j'ai quelques 30-45 minutes, je peux chercher et vous donner. C'est un lien qui est passé dans les médias internationaux. Bon, ce qui nous intéresse, c'est. En rapport avec le film et le documentaire, permettez-moi de dire que je vais proposer à ce que le PCA de la planétique, parce que en ce qui concerne le film et le documentaire, le responsable de l'entreprise Divo vous a fourni le film. Vous allez voir que parmi les figurants, il y a même le président du conseil d'administration de Figaro. J'essaierai de voir que le président du conseil d'administration écrit une correspondance. Je ne dirais pas que je ne doute pas de l'existence de cette correspondance, mais qu'est-ce qui garantit réellement que cette correspondance-là a été écrite au moment où nous étions encore en fonction, parce qu'il a participé. Et il vous souviendra encore, durant les audiences passées à l'établissement pénitentiaire de Makala, l'un de mes conseils vous a fourni une correspondance datée du mois de juin. Monsieur le président du conseil d'administration, il est cessé de jeter des bouquets de fleurs pour toutes les réalisations que nous étions en train de faire au sein de l'établissement. Alors, comment le jugerez-vous? C'est paradoxe. En même temps, on félicite, en même temps, on critique. Parce que dans le film, vous allez voir que le président du conseil, et même le jour où le film a été produit, tout le membre du conseil d'administration était invité. Les photos sont documentées. Merci beaucoup, votre honneur. Par les gens qu'on demande qui comparaissent, mais aussi par la personne qui demande. On ne fait pas défiler des gens à la cour pour besoin de le faire. On fait défiler des gens à la cour ou devant une juridiction pour qu'ils apportent des éléments, soit à charge, soit à décharge. Mais il nous amènera quoi? Parce que ce qu'il dit, ce qu'il va faire, c'est constater par écrit, renseigner dans les rapports, disponibiliser comme pièce dans cette affaire. C'est une demande purement inutile. C'est une demande qui n'apportera absolument rien dans la lumière à mettre à la disposition de la Cour. Moi, je crois, s'il faut faire comparaître des personnes pour vérifier quoi que ce soit, la Cour plutôt devra se rendre compte
que dans tous les pays membres, il y a plutôt une précipitation de prendre l'argent de l'État, de payer à des tiers. Nous disons précipitation. C'est parce qu'il a aussi été relevé et non nié par l'État qu'on paye avant toute autorisation quelconque. Et si on le fait, un seul argument, c'est le ministre de la Justice qui me demandait de le faire. Comment le faire? Et verbalement, et par écrit. Mais c'est un prévenu qui parle. Un prévenu qui veut justifier ses actes par les comportements ou la pression d'un ministre. Pression précise, et pression verbale et pression écrite. Qui dit que voilà une personne qui pourrait venir. On a parlé de missionnaires responsables. C'est lui qui doit venir ici pour dire je n'ai jamais fait pression sur cet homme. Ou pour dire cette lettre de ne manque pas de moi. Lui peut venir donner quelque chose de concret et précis. Je croyais d'ailleurs que le prévenu allait dire ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a envoyé la preuve, demandez-lui de venir, il va les lire ici. Mais c'était. Il demande plutôt la comparaison des personnes qui n'ont rien à voir avec la lumière. On ne peut pas examiner et apprécier l'opportunité et la nécessité de faire comparaître l'ancien ministre. Parce que c'est lui qui donne les ordres. Parce que lui qui est cité. Mais pourquoi on le laisse lui à la maison? Et ça, il est à lui d'amener la lumière. Mais nous n'avons pas rien demandé. C'est le prévenu qui plutôt demande une chose. La comparaison de la CPCA pour venir faire la lecture de ses propres PV, comme le fait le PCA actuel. Il ne vante pas la roue. Il vient de lire le PV pour nous donner la date de ces réunions. Il vient de lire le PV pour nous donner les personnes qui étaient présentes à cette réunion-là. Il vient de lire les procédures pour nous donner les points inscrits à l'ordre du jour. Il vient de lire les PV pour nous donner les différentes résolutions prises. À part ce qu'il vient de dire, il va encore nous dire quoi? Que ce soit l'ancien, que ce soit le nouveau. Dans la société, on a appris l'ancien et le nouveau en termes de testament. Et chacun ancien et nouveau a amené un message. Mais ces gens l'ancien et le nouveau, ils vont dire quoi? Parce que tout est écrit. Ce projet, position du parquet, cette demande doit être, on va la Cour ne va pas acte de cette demande, mais répondre dans la légalité, parce que ça n'amène rien de modifier. L'article 150 de la Constitution, deuxième alinéa dit ceci. Le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'a l'autorité que la loi. Votre honneur, c'est une demande qui est légale. L'article 19. Le pouvoir de la défense doit être garanti, votre honneur, Madame le Président. Si nous disons ça, il y a maintenant deux correspondances, à savoir, le confrère précédemment avait déposé une correspondance signée par le PCA que nous réclamons à ces jours de comparaître. Et nous voyons ici la PCA qui vient avec sa lettre aussi. Nous sommes en difficulté. C'est une situation floue et irrégulière. Raison pour laquelle nous insistons, nous réitérons nos moyens que notre demande soit acceptée et nous déposons cela à la sagesse de la Cour que nous avons dit. J'allais répondre à la question pour dire que je ne conteste pas le peuple, mais j'ai évoqué la notion de la démocratie. Parce que pourquoi je l'ai dit, il faut comprendre. Dans le conseil d'administration, il y a trois administrateurs, il y a un coordonnateur et un président du conseil. Si vous avez deux voix et que les trois voix l'emportent, vous êtes obligé, au nom de la démocratie, de vous plier à cela. Mais il faut voir aussi les réalités. Les trois administrateurs sont sur place ici à Kinshasa. Le président du conseil d'administration ainsi que les coordonnateurs, et je ne dis pas qu'il faut comprendre, il faut apprécier.
se retrouve à Kisangani avec le victime, avec toutes les pressions et toutes les situations qui s'y trouvent. Et c'est ce qui ramène toutefois la difficulté dans le fonctionnement de l'établissement. Raison pour laquelle il y a certaines choses et certes au conseil d'administration, nous pouvons bien apporter. Mais fort malheureusement, tout cela n'est pas compris. Merci. Si le prévenu est notamment de faire défiler à la cour une lettre du PCA qui aurait félicité le travail, mais en droit. J'ai une fois dit dans un autre procédure, je ne sais pas si certains vont s'en souvenir, que lorsqu'on n'a pas étudié, on est aveugle. Lorsqu'on a quand même étudié, de ne pas faire le droit, on est borné. Qu'il n'y avait que les juristes qui voyaient avec deux. Quelle est la valeur d'une lettre individuelle d'un PCA par rapport à un procès verbal où toutes les autorités signent? Un procès verbal qu'on ne conteste pas, mais qu'on veut mettre sur la même table avec une lettre de l'individu. Puisque la finalité, c'est amener la lumière à la cour. C'est une distraction procédurale. Nous avons